saluer Moussa qui vient de nous annoncer une nouvelle alliance en Côte d'Ivoire entre le PPACI et le RHDP. Ça là, je ne l'avais pas vu venir. Heureusement, ou bien malheureusement, je ne sais pas à quel niveau, je n'ai pas le don d'extra-lucide que Norbert a. J'ai pas donné de chiffres. Non, j'ai dit le don d'extra-lucide pour voir que le PPACI va certainement donner à Nayo des messages, je dirais, subliminaux. Ça me fait penser à la théorie de la raison. Aux militants du PPACI qui sont là-bas pour venir voter le PDC. Être ironique au sujet de Nayo, c'est vraiment pas... Oh là. Oh non, mais tu as dit que c'est encore indécent. Oui, absolument. Les seuls candidats jeunes qui sont présentés là, moi j'ai entendu parler de, je crois, Nabil Balo, mais lui, par exemple, lui, il est indépendant, mais c'est vrai qu'après, il va rejoindre. Il y a les frères suprêmes, il y a un des jumeaux suprêmes. C'est pas la gérontocratie au RHDP, il y a des jeunes au RHDP. Quand tu prends Alpha Yaya, c'est un jeune ou pas? Moussa, c'est bon, laissez la place un peu. C'est vrai que vous voulez nous bousculer vers la sortie. Allez-y. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Bonsoir à tous. Le 27 décembre prochain, plus de 8,7 millions d'électeurs ivoiriens seront rappelés aux urnes pour renouveler leur Assemblée nationale. Le coup d'envoi de la campagne sera donné le 19 décembre prochain. Le PDC-RDA a investi ses candidats. Le RHGP serre les rangs. Pendant ce temps aussi, les jeunes se lancent à la conquête des sièges pour décrypter cette séquence politique qui arrive. Nous recevons sur notre plateau nos chroniqueurs, le président Jean-Paul Leroux, bonsoir. Bonsoir, Carlyle. Norbert Navarro, bonsoir. Bonsoir, Carlyle. En duplex, Jean-Yves Doué, bonsoir. Bonsoir, Khalil. Et Moussa Bamba, bonsoir. Bonsoir à tous. Présidence, au niveau du PDC-RDA, on a 163 candidats investis sur les 255 requis. 255 sièges en jeu à l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction sur ce nombre de candidatures? Moi, c'est un nombre qui est intéressant, 166, je crois. Pardon, 163. 163, c'est déjà pas mal. Il y a peut-être 100 sièges autour desquels ils ont estimé qu'ils n'avaient pas suffisamment de cadres pour pouvoir briller un siège là-bas. Donc, pour moi, le PDCI est dans une dynamique qui répond à son ADN. C'est un parti de gouvernement, c'est un parti qui a besoin d'être présent dans l'échiquier politique ivoirien. Ils étaient certainement à un moment sur une pente qui ne correspondait pas à leur structure, à leur façon d'agir et de fonctionner au plan politique en Côte d'Ivoire. Là, ils rentrent dans une autre dynamique. Nous avons écouté la dernière fois le discours de M. Simon Do, qui est le président du groupe parlementaire PDCI, et qui a sorti une phrase qui reste à commenter encore. Le passé, ce qui est passé, est passé. Peut-être à eux, à leur niveau, on passe à une autre étape, à une autre dynamique. Ce qui était dans le passé, ils n'y reviendront plus. Mais je pense que le PDCI nous envoie dans une dynamique républicaine qui correspond, je dirais, à fait vivre une démocratie institutionnelle. Est-ce que ce parti joue sa suivi à travers cette élection? Oui. Bon, survie parce que ce parti ne pouvait pas ne pas participer à cette élection, surtout la question essentielle de l'argent. Mais j'ai parlé de la suivi politique. Non, il fallait la survie politique, mais aussi la question de l'argent. Le président de ce parti, Tidiane Cham, l'a dit lors de sa lettre aux militants du PDCI. Il fallait qu'ils y aillent parce que ce parti avait besoin d'argent pour être financé. En ayant un groupe parlementaire avec le nombre de députés qu'ils avaient, 66 députés, 66 ou 65 députés, si je ne m'abuse, le parti recevait des financements publics de l'État qui permettaient à ce parti de pouvoir exister, de pouvoir fonctionner. Aujourd'hui, s'ils n'y vont pas, qui va financer le PDCI? Je ne pense pas que ce soit Tidiane Cham qui sort son argent. C'est un parti qui tourne à plusieurs milliards de francs CFA par an. Donc je ne vois pas qui va sortir ça de sa poche. Donc c'était une nécessité, je dirais, au-delà du PDCI, même vitale. C'était une nécessité
aussi pour permettre, comme je l'ai dit tantôt, pour permettre à favoriser la vitalité de la démocratie institutionnelle. Norbert. Oui, mais Khalil a parfaitement raison. La question se pose, la question de la survie du parti, c'était bien ça. Parlons d'argent. Le président est en train de parler d'argent. Nous sommes quoi? Nous sommes déjà pratiquement mi-décembre. Le PDCI, avec ses 65 députés, a-t-il reçu l'argent que l'État de Côte d'Ivoire lui doit pour l'année 2025, mi-décembre? La réponse est non. Non, on ne lui donne pas son argent. Et pourtant, c'est la loi, c'est l'argent du contribuable. Donc oui, Khalil a raison. Enfin, moi, ce que je comprends dans cette question, ce sont les intentions cachées, les intentions non dissimulées. C'est-à-dire qu'il faut absolument en finir avec le PDCI, après lui avoir fait la cour pendant des années et des années pour qu'il reste dans le giron du RHDP comme en 2010. Non, l'argent, oui, bien sûr, c'est la question clé. La survie, c'est effectivement la question clé. La survie, au-delà même de l'aspect financier, je pense même au niveau même de l'espace politique ivoirien, est-ce qu'il y avait un risque d'effacement si le parti boycottait ces élections, Norbert? Là aussi, cet effacement, c'est une question de survie pour le RHDP. C'est l'un ou l'autre, quoi. Pour le RHDP ou pour le PDCI? Pour le RDR, pardon, j'ai dit RHDP, je me trompe tout le temps. J'appelle ce parti RHDP alors qu'en réalité, il s'agit du RDR. Pour le RDR, c'est l'un ou l'autre. C'est une question de vie ou de mort. Le RDR veut la mort du PDCI. S'il ne l'obtient pas, ça va mal aller pour lui parce que dans les années à venir, les perspectives sont un peu bouchées. Enfin, l'horizon s'obscurcit, il ne s'éclaircit pas. Avec l'âge du président, avec son état de santé, etc., les militants ont de quoi effectivement être inquiets. Non, je dis que mi-décembre 2025, la dotation d'État due au PDCI n'a toujours pas été versée pour l'année 2025. Donc oui, c'est une lutte à mort. C'est l'un ou l'autre, on verra bien. Jean-Yves. Non, juste au-delà de la question de l'argent qui est essentielle pour moi dans ce débat des législatives, il y a la question aussi de retrouver, c'est ce que j'ai dit tantôt, le discours essentiel, la structure, l'armature, l'ossature du discours du PDCI. Parce que pendant cette présidentielle, les militants du PDCI n'ont pas reconnu le discours du PDCI, qui est un discours consensuel, qui est un discours fondé sur le dialogue. À un certain moment, les éléments de langage du PDCI étaient un peu confus dans les esprits des militants. Donc aujourd'hui, le PDCI revient à ces vieilles amours. Et puis là, les militants sont en train de le reconnaître. Ils partent dans une autre dynamique. Moi, j'ai vu le maître Bissi sur le terrain en train de reconquérir. Ça m'a rappelé le PDCI d'avant, qui, malgré le fait d'avoir perdu le pouvoir depuis 1993, mais rentre dans une dynamique de combat, mais avec ses armes, avec ses méthodes et avec ses discours. C'est ce que j'apprécie et puis je me dis c'est bon pour l'expression, pour la parole partagée, pour l'expression démocratique. Il y a eu une confusion, Président, à votre avis, durant la Pour moi, il y a une vraie... Quelle est la différence entre cette confusion et celle de 2020 alors? Pour moi, il y a une confusion. Non, en 2020, il y avait une personnalité charismatique qui est le président Rikonan Bétié, qui s'est porté comme celui qui voulait être le rempart à un troisième mandat du président Alassane Ouattara, qui jugeait anticonstitutionnel, antidémocratique. Et ce monsieur, avec tout ce qu'il porte comme, je dirais, solennité, a suivi, et le peuple PDCI a naturellement suivi ce monsieur. Ce discours était toujours, mais différemment aujourd'hui. En 2020, c'est le PDCI qui portait ce discours, je dirais, revendicatif, ce discours de la bataille, de la résilience, de la résistance. Parce que le président Gbagbo était à l'extérieur aussi. Oui, et quand on arrive en 2025, le PDCI se fait absorber par le discours du PPACI et de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo devient celui qui a cette personnalité forte et influente qui domine le PDCI et son président Tidiane Thiam. Et je l'ai dit ici, Tidiane Thiam
il était chef dans une coalition qui est la CAPSI et il a volontairement choisi de devenir sous-chef dans une coalition, le Front commun, où véritablement il y a un homme qui s'appelle Laurent Gbagbo, qui pèse, qui est influent, et du coup il n'a pas permis l'émergence de la parole PDCI, et plutôt la parole PDCI la s'est fait confusion, absorber. selon vous. Jean-Yves, après on va vous donner la parole si vous permettez. Allez, Jean-Yves. Oui, ouais. Juste pour revenir sur ce que le président disait tout à l'heure, effectivement, pour la question financière, je pense que le président Tidjanta, même lors de cette cérémonie d'investiture-là, est même revenu là-dessus. Il n'a pas manqué de le dire que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu de subvention. Du coup, ces élections législatives-là, niveau financement, seront déjà compliquées, mais ils vont y aller quand même. Donc, je vais dire qu'en ce moment, pour le financement, je vais dire pour les campagnes, pour ces élections législatives-là, ce sont les cadres du PDCI et le président aussi qui, en tout cas, c'est l'organisation interne qui s'arrange à ce que ils puissent y aller. Donc, je vais dire que la question financière en elle-même en fait, ne sera pas celle qui pourra en fait motiver ou bien susciter un intérêt particulier pour que le PDCI aille à ces élections. Ils peuvent aller bon, ils vont à ces élections parce que je pense qu'il y a des problèmes plus sérieux. Et le président Zidane Thiam l'a même dit. Il a incité, il a exhorté ses cadres à aller au Parlement pour porter le projet, le projet du PDCI. Donc, ce projet-là qui n'a pas été présenté aux Ivoiriens, bon, il a été présenté, mais ils n'ont pas pu aller à ces élections présidentielles-là. Donc, en fait, il délègue, ou du moins, il les autres, comme je le disais tout à l'heure, il les autres, ces cadres-là, à porter ce projet-là. Et donc, je crois que ce projet-là s'articulait autour de 4 piliers, notamment, je crois qu'il y avait le volet humain. Après, il y avait la souveraineté aussi, il y avait la réconciliation. Et donc, il a exhorté en fait ces cadres comment on appelle ça, à voter des lois qui iront dans ce sens-là. Mais également, lorsqu'ils iront présenter leur projet aussi comment on appelle ça, dans leurs différentes localités, il faudrait que ces projets aussi s'accoutent autour du projet global du PDCI qui a été présenté, donc autour de ces 4 piliers-là, afin qu'on ait en fait une synergie entre les projets qui seront présentés au niveau des populations locales avec le projet du PDCI. Pour qu'on n'ait pas de conflit d'intérêts lorsque, par exemple, ils iront à l'Assemblée nationale pour défendre un certain projet, une proposition de loi qui sera peut-être faite par ces députés-là, pour qu'on n'ait pas de conflit d'intérêts. Et donc, moi, j'ai vraiment aimé cette démarche-là. Donc, pour résumer ce que je disais, j'ai vraiment aimé cette démarche-là de faire une présentation générale des objectifs ou du moins des projets du PDCI, et par la suite, chaque maintenant élu local va essayer comment on appelle ça, de faire une proposition particulière, mais une proposition qui sera spécifique à sa localité, mais qui va toujours tourner autour de ces 4 piliers-là. Et donc, quand c'est comme ça, on a une synergie et puis on n'aura pas de conflit d'intérêt. Mais je pense qu'on peut-être on aura la possibilité de revenir pour les projets, ou du moins les projets des autres partis, ou du moins des grands projets des autres partis, pour que je puisse montrer en fait la nuance qu'il y a entre le PDCI et puis d'autres partis. Je reste avec vous. Le président Thiam appelle à faire de ces élections un scrutin de rééquilibrage démocratique. Est-ce qu'on peut y arriver finalement? Effectivement, effectivement. Bon, en fait, pour être dans le réalisme, moi, je dirais qu'on ne pourra pas arriver à un rééquilibrage, mais je pense qu'on peut quand même tendre vers ce rééquilibrage. Et tout à l'heure, tu l'as même dit, tu as demandé, Khalil, est-ce que tu avais posé une question tout à l'heure, mais en fait, la question que tu posais tout à l'heure, je ne sais pas si Oui, j'ai demandé si le PDC joue sa suivi politique. voilà, effectivement. Donc, en fait, effectivement, cette question, je pense que là, tu as, tu as répondu à cette question-là parce que le président Tintam, dans son discours, il a dit qu'il veut rééquilibrer, je vais dire, l'environnement politique, il veut rééquilibrer le paysage politique ivoirien. Et donc, je pense qu'il a répondu à ta question. Donc, quelque part, c'est une façon de dire, nous devons revenir sur la scène politique. Et puis, voilà. Est-ce qu'ils ont les moyens? C'est l'autre question aussi qu'il faut se poser. Combien de députés iront à l'Assemblée? Combien de députés PDCI iront à l'Assemblée, Moussa, selon vous? À la dernière, bon, pour terminer, à la dernière mandature, on a eu 65 députés. Je pense qu'aujourd'hui, le PDCI, à part peut-être Yopougon, qui serait un peu compliqué parce que, voilà,
Mais sinon, moi, je pense qu'ils tendront quand même vers une majorité, en fait, au niveau de l'opposition. Donc, quelque part, ils pourront utiliser cette majorité-là pour rebondir. D'autant plus que lors du mandat précédent, comme je le disais, moi, c'est ma référence. On a eu Assalé Timoko, qui était seul député et il a fait bouger pas mal de choses. Donc, je pense que si Assalé Timoko l'a fait, pourquoi pas un groupe parlementaire ou du PDCI avec plusieurs députés. Ils sont 163 députés, Jean-Yves. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'une centaine... 163 candidats. Pardon, candidats. Peut-être je le souhaite de réussir. Sans brouiller mon principe de neutralité sur ce plateau. Est-ce qu'une centaine de députés, de candidats iront à l'Assemblée, à votre avis? Une centaine de candidats, ça sera vraiment compliqué. Mais je pense qu'ils sont aussi revenus sur le fait qu'ils ont quand même pas mal d'alliances avec certains partis politiques. Oui, on parlera de ça tout à l'heure. On parlera de ça tout à l'heure. Mais ils étaient à 65 lors de la présente législature. Là, aujourd'hui, il faut aller plus. Parce que si on fait moins, c'est-à-dire c'est un échec total. Oui. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu est au-delà. Moi, je pense que l'enjeu, ce que Tidjane Thiam dit, c'est ça le vrai enjeu de cette législative-là, le rééquilibrage, je pourrais dire, démocratique. Parce que ce qui se joue dans cette élection législative, c'est éviter que le RHDP, parti au pouvoir, ait la majorité du Congrès. C'est-à-dire les deux tiers, Assemblée nationale et Congrès réunis. Si le RHDP obtient cela, ils pourront faire ce qu'ils veulent sans problème et même, je pourrais dire, changer la Constitution sans passer par un référendum. C'est un enjeu majeur qui nécessite, à mon sens, l'implication de Tidjane Thiam, parce que, bon, le PPACI n'y est pas, donc je ne peux pas demander à Laurent Gbagbo de s'impliquer, mais Tidjane Thiam devra s'impliquer personnellement, peut-être. Pour terminer, je pense qu'il a même donné, le secrétaire exécutif a même donné les orientations. Il a dit qu'il faudrait en fait, qu'il change comment on appelle ça, qu'il change de direction, qu'ils arrêtent ce militantisme sur les réseaux sociaux et ne pas passer à l'action. Il a exhorté tous les militants à passer à l'action, comment on appelle ça, à aller envahir tous les hameaux, les villages et les campements. Et je pense que le président l'a dit tout à l'heure, on a vu Maître Blessy ce week-end en train de faire des campagnes de proximité avec une certaine population. Donc je pense que le mot d'ordre a été lancé et le mot d'ordre aussi a été compris. Moussa, quand on regarde aujourd'hui le nombre de candidatures, ça nous donne clairement une situation selon laquelle le PDCI ne sera pas présent dans 12 circonscriptions électorales. Et on sait que le président Thiam, il a dit une phrase assez intéressante, il a donné comme consigne de soutenir, je cite, l'opposition sincère, car la Côte d'Ivoire ne peut prospérer avec la majorité actuelle au pouvoir. Enfin, quelle est cette opposition sincère selon vous? Bonne question. Bon, je sais pas s'il il jette un pavé dans la mare de partis comme le PPACI, mais en tout cas, moi, je suis au regret de leur dire que malheureusement, cette nouvelle législature-là, je ne sais pas dans quelle mesure ils pourront avoir plus de députés que que le nombre qu'ils ont pu avoir précédemment. Moi, je veux juste rappeler que durant la dernière élection législative, le PDCI a réussi à avoir ce nombre de députés grâce à l'alliance avec le PPACI. Aujourd'hui, euh, ils endossent le rôle de locomotive de l'opposition. Ils auront beau soutenir ce qu'ils appellent l'opposition sincère. Aujourd'hui, c'est eux qui sont, on va dire, en face du RHDP, avec eux-mêmes leurs forces intrinsèques. Et moi, ce qui me plaît dans cette élection, c'est que aujourd'hui, sans le PDCI et avec des mouvements comme ADCI et le FI, l'enjeu pour le PDCI, c'est de pouvoir maintenir un nombre assez intéressant de députés. Moi, je ne vois pas plus de 50 députés, d'accord? Mais encore plus, l'enjeu pour moi, c'est aussi pour des mouvements comme ADCI qui vont permettre vraiment, cette élection va permettre vraiment de jauger leur poids politique au-delà de la personnalité de leur président, comment il s'appelle, Assalé Tomoko. Donc, moi, je suis au regret de leur dire cette législature, bon, en tout cas avec l'alliance implicite entre le RHDP et le PPACI, parce que c'est comme ça que je l'appelle, parce que sans le PPACI a décidé de donner, on va dire de façon
théorique, une avance confortable au RHDP. Sans le PPACI aujourd'hui, moi, je ne vois pas comment le PDCI va pouvoir lui s'en sortir. À plus forte raison, apporter un soutien intéressant à d'autres mouvements. Moussa, donc vous dites sur ce plateau que le PDCI fera moins que la précédente législature. Pour moi, clairement. Il n'y a même pas débat dessus. Hein. Rien qu'à prendre certaines localités. Si vous partez sur Djokwe, par exemple, ou même si vous partez sur des localités comme Yopougon, à l'ouest du pays, par exemple, il y a certains endroits où le PDCI, moi, je pense que est parti pour disparaître. Ils vont peut-être pouvoir récupérer quelques députés sur Abidjan. Et même leur chasse gardée, on va dire, levé Baoulé, moi, ils sont très menacés en ce moment sur cette position. Et moi, je pense que c'est vraiment mal parti pour eux. Bonne chance pour eux, mais je ne donne pas cher le poker. Voilà. Merci Moussa. Norbert. Ah, bah, d'abord, saluer Moussa qui vient de nous annoncer une nouvelle alliance en Côte d'Ivoire entre le PPACI et le RHDP. Ça, là, je ne l'avais pas vu venir. Bravo Moussa. On comptera les pions à la fin de la foire, comme on dit. Bon, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Pardon, désolé. Non, il y a une alliance. Oui, effectivement, il y a une alliance qui s'appelle le Front commun entre le PDCI-RDA et le PPACI. On parle de quoi? On parle des électeurs. Oui. D'accord. Je vois le président avis des journalistes ivoiriens en France soupirer, se tenir le front. Mais je dis quoi? Je donne une seule illustration. À Nayo, par exemple, vous avez entendu parler de Nayo? À Nayo, il y a des candidats qui se sont retirés, okay, notamment le candidat de Simone Gbagbo. Ou si vous ne le savez pas encore, vous allez bientôt l'apprendre. C'est l'opposition sincère, ça. Et donc, de façon à laisser le PDCI face au RHDP. Okay. Et que va faire le PPACI qui boycotte ces élections? Vous croyez qu'ils vont rester les bras croisés? Moi, je ne sais pas. Alors ça, je ne donne pas d'informations. Alors c'est intéressant ce que vous dites, Norbert. Bah, bien sûr. Ils vont faire quoi? Ils vont faire voter PDCI, évidemment. C'est un secret de polichinelle. Et donc, cette alliance... Ça, c'est... Norbert, non, attendez. Non, je suis désolé. Norbert, pour clarifier, pour vous, certes, il n'y a pas d'union d'appareil, mais elle se fera forcément par les électeurs. Les électeurs, bien sûr. Évidemment. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, sur ce plateau, à la différence de mon ami Atoum Blanc, moi, j'étais plutôt favorable à la participation de l'opposition aux législatives. Hein. C'était bon. Je trouve la position d'Atoum Blanc infiniment respectable, parce que morale, bien sûr, ce qui ne veut pas dire que la mienne ne l'est pas. La mienne était plutôt pragmatique et Atoum Blanc le sait, parce que je pense qu'il fallait y aller. Bon, Laurent Gbagbo en a décidé autrement. Mais il y a des candidats, et ces candidats-là sont les candidats du PDCI-RDA. Il y a quelques opposants qui ne sont pas forcément sincères. Ceux qui le sont, bah, ils joueront le jeu, mais l'électeur, il va faire quoi? Oui, pour illustrer ce que je viens de dire, je donne l'exemple de Nayo, qui est un exemple éminemment dramatique. Il y avait une candidature MGC. Cette candidature ne sera pas maintenue et le PDCI va se retrouver face au RHDP. Et le PPACI, évidemment, ça se fera à bas bruit, mais n'en doutez pas une seule seconde. Il fera la campagne du PDCI, au moins à Nayo. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on verra. Ce qui veut dire que le Front commun, c'est celui des électeurs. Bien, et donc, vous voyez combien de... Non, je ne donne pas de chiffres. Parce qu'il y a un élément que Moussa s'est bien gardé d'évoquer, et pourtant il le sait parfaitement. Je ne comprends même pas qu'il n'en parle pas. L'élément clé, c'est la commission électorale indépendante. La tambouille électorale dans l'arrière-cuisine de la commission électorale. Et c'est là où les choses se sont jouées. Mais pourtant, le PDC participe à ces élections. Mais regardez ce qui s'est passé à la présidentielle, où là, Alassane Ouattara avait de toute façon parti gagné, puisqu'il avait éliminé ses deux adversaires les plus dangereux, contre lesquels il aurait forcément
perdu l'élection. Ben, il a fallu quand même que la commission électorale tripatouille des chiffres de participation dans le Nord de façon mais à elle n'a pas donner changé, non, cette commission électorale, c'est toujours les mêmes. Donc, effectivement, on ne peut pas répondre, Carlyle, on ne peut pas répondre à ta question. Parce qu'on n'est pas sûr. Parce que va faire la commission électorale? Sauf que là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que dans les circonscriptions, les militants qui seront présents dans les bureaux de vote, ils vont surveiller le scrutin. Ça sera plus compliqué. Ils auraient pu le faire pour la présidentielle. Non, la présidentielle, c'est différent. Allez-y, président. Non, moi, bon, heureusement, ou même malheureusement, je ne sais pas à quel niveau, je n'ai pas le don d'extra-lucide que Norbert a. J'ai pas donné de chiffres. Non, j'ai dit le don d'extra-lucide pour voir que le PPACI va certainement donner à Nayo des messages, je dirais, subliminaux. Ça me fait penser à la théorie de la raison. Aux militants du PPACI qui sont là-bas pour venir voter le PDC. Être ironique au sujet de Nayo, c'est vraiment pas... Oh là. Oh non, mais tu as dit que c'est encore indécent. Oui, absolument. Ah, tu vois, Carlyle, moi, quelqu'un, au sorti de l'élection présidentielle, tout le monde sait qu'ici, le Front commun, c'est mort. Tout le monde sait ici, sur ce plateau, tous les Ivoiriens le savent, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ne se parlent plus. Quand on voit les derniers discours du PDCI, ça ne va pas dans le même sens que les discours du PPACI. Je ne vois pas par quel extraordinaire le PPACI va appeler, ou du moins va envoyer des messages subliminaux à ses militants à Nayo pour leur demander de voter le RHDP. Et pourtant. Non, de voter plutôt le PDCI. Pour moi, c'est une réalité, je dirais, sur le terrain. Et ça, je le dis ici à chaque fois. À l'Assemblée nationale, là, ceux qui sont là-bas, là, ce ne sont pas les représentants ni les envoyés des partis politiques. Ce sont les délégués du peuple. Mais ça passe à l'information politique, président. Donc, non. Sur le terrain, là, c'est vrai, ils viennent avec leur maillot, mais c'est le peuple qui les envoie là-bas. Oui. Celui qui vient en fonction de son équation avec sa circonscription, les populations de sa circonscription. Quelquefois, il y a des députés qui n'ont rien à voir, qui se font élire des indépendants, mais de faux indépendants ou bien de vrais indépendants qui se font élire tout simplement parce qu'ils ont une équation particulière, une relation particulière avec les populations. Bon. Ça, c'est le plus important. Je viens pour finir. Sur l'opposition sincère. Pour moi, l'opposition ivoirienne est encore dans ce petit jeu, surtout les responsables politiques, dans ce petit jeu de pique inutile, où aujourd'hui on a un enjeu qui est capital, qui est important lors de cette législature-là. Éviter que le RHDP se retrouve en majorité, c'est-à-dire avec les 2/3 du Congrès. Voilà l'enjeu. Et quand on est capable de produire un discours pour dire celui-là est sincère, celui-là est insincère, ça va produire quoi? Pour moi, ce n'est pas important ce type de pic-là. Ce n'est pas important. Surtout quand on a de là, lui, il a quel élément, quel critère dans lequel il va juger, il va mettre tel don, toi tu es sincère, toi tu n'es pas sincère. Lui, il a quel élément, il a quel critère? Non, il faudrait qu'on soit sérieux un peu. Personne ne parle du RID ici. Il fait référence à ça. Il n'a pas d'ADCI, je crois qu'il y a d'autres aussi. Il peut dire, non, il y a la possibilité de dire que ceux qui sont proches de nous au sein du RID, mais commencer à taxer les autres d'insincères, les autres de ceci ou de cela. Cette mise en bloc, en boîte des Ivoiriens, surtout de l'opposition, ça joue le jeu. C'est ce qui pousse Moussa à dire que lorsque le PPACI décide de boycotter cette élection législative, il offre un boulevard. Le PPACI offre un boulevard au RHDP pour être majoritaire à plus de 2/3 des sièges de l'Assemblée. Pour revenir sur ce que Moussa disait, qui est assez intéressant, sans le PPACI, le PDCI ne fera pas de grand soir. Non, pour moi, je ne ferai pas ce calcul. Pour moi, je verrai les choses autrement. Voilà pourquoi j'ai parlé d'implication des leaders, du leader de ce parti, le président de ce parti. Le PDCI est aujourd'hui la locomotive. Pendant la présidentielle, le PDCI avait laissé Laurent Gbagbo et le PPACI être la locomotive. Aujourd'hui, pour cette législative, il faudrait que le PDCI s'inscrive dans la logique que c'est lui la locomotive de l'opposition. C'est à lui de mener les autres vers le haut.
Ce nivellement-là ne doit pas se faire vers le bas, mais plutôt vers le haut. C'est ça le rééquilibrage démocratique dont il parle. Et c'est à lui, avec les autres partis de l'opposition, avec le FPI, le COGEP, le MGC, et tout ça qui doit se faire. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Nayo, le candidat du MGC qui s'est retiré, peut-être qu'il y a eu une entente cordiale entre lui et puis le candidat du PDCI qui s'est... Voilà. Bien. Parlons un peu du RHGP, messieurs. Jean-Yves, est-ce que le Rapidement, je vais rebondir sur ce que Moussa a dit. En fait, parce que là, il dit que lorsque le président n'entend pas de l'opposition sincère, et puis Moussa il a fait le rapport avec le PPACI en disant qu'il veut parler du PPACI. Je tenais à informer Moussa ici que le PPACI ne participe pas à ces élections législatives-là. Tidjane Thiam a dit on va soutenir les candidats, donc les candidats, les partis sincères, les partis de l'opposition qui sont sincères. Le PPAC ne participe pas, donc il ne fait pas partie de ceux dont on peut estimer qu'ils soient sincères ou pas. Voilà, donc juste pour éclairer la lanterne de Moussa, pour te dire que voilà, il ne parle pas du PPAC. Il peut parler d'autres partis, mais en tout cas, ce n'est pas du PPAC. Maintenant, Khalil... Quand le PPACI, le PDCI, le torchon brûle. Bon, merci, monsieur le président. Le directeur... Le torchon brûle. Non, le torchon brûle. Au feu, non, il ne faut pas avoir se distraire. La réalité, ça ne va pas entre Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Ça ne va pas entre le PPAC et le PDCI. Monsieur le président, vous voyez, si ça va entre le PPAC et le PDCI, et le président du groupe parlementaire PDCI va aller s'asseoir à l'Assemblée nationale et dire, monsieur le président de l'Assemblée nationale, ce qui est passé est passé. Pendant que le PPACI est en train de tirer tout ce qui s'est passé dans le passé là pour ramener ça dans l'actualité politique. On sait très bien le caractère assez républicain de l'honorable Simon Do. Mais au-delà du caractère républicain, il a posé la question de l'avenir. Lui, il a parlé de demain. Le PPACI dit, ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, on a qu'à ramener ça, on va parler de ça aujourd'hui. Vous pensez que ces deux formations politiques, après, ils disent pas forcément le contraire. Enfin, Tidjane Thiam, lors de son discours, dit, je cite, que le résultat des élections présidentielles ne reflète pas la volonté des Ivoiriens. Enfin, ils ne disent pas le contraire, c'est une différence d'approche. Pendant ce temps-là, le projet du PPACI aujourd'hui, ce qui s'est passé là, on n'a qu'à revenir dessus, on va régler ça. Le PDCI est en train de dire ce qui est passé là est passé. Regardons. Je ne pense pas qu'il le dise. Quand le président, je ne pense pas qu'il le dise. Parlons du RHGP, messieurs. On est pris par le temps. Jean-Yves, je reste avec vous. Est-ce que finalement le RHGP pourra obtenir plus de 137 députés en 2021 pour cette élection qui arrive? Bon, en tout cas, si on met dedans dans ce RHDP-là... Avec, je précise, toute cette armada qui sort quand même, hein, tous ces ministres, même le vice-président est candidat. On nous dit clairement que l'objectif, c'est d'atteindre les 170 députés. Bon, je pense que pour l'instant, pour être aussi réaliste, ils pourront. Mais ce que, et puis Nobel a dit tout à l'heure, hein, on a une commission électorale qui est déjà tensée d'être à la solde du pouvoir. Donc, l'un mis dans l'autre, je pense qu'ils pourront le faire aisément. Maintenant, aujourd'hui aussi, il ne faudrait pas qu'on se... On a perdu Jean-Yves. Président. Non, pour moi, il y a la possibilité d'empêcher que le parti au pouvoir, le RHDP... Mais à ce stade, c'est la voie royale. Non, ce n'est pas encore la voie royale. On a encore une dizaine de jours d'une campagne où l'opposition se doit d'appeler les Ivoiriens à un vote massif. Et chaque candidat, dans sa circonscription, dans sa localité, va contrôler, va veiller. La présidentielle, c'était 25 000 bureaux de vote. À un individu, à un candidat, il fallait trouver des scrutateurs, au moins 2 par bureau de vote, de pouvoir le représenter. C'est 50 000 bureaux de vote, 50 000 scrutateurs. C'était compliqué pour certains quand on n'a pas l'appareil du pouvoir et qu'on n'a pas les finances du pouvoir. À la différence de ça, dans cette inscription où il y a 50, 100 bureaux de vote à tout casser, il est possible d'avoir des scrutateurs. Veiller et surveiller son bureau et veiller son vote. Ça là, c'est possible. Et surtout, appeler à un vote massif. Donc vous pensez, Président, que le RHGP est très inquiet pour ces élections? Moi, je vous le promets, même si aujourd'hui, c'est vrai, la commission électorale indépendante semble être stipendiée. Je suis d'accord avec cette déclaration-là. Pour moi, c'est stipendié. Mais la réalité sur le terrain
peut être, c'est quand on offre des boulevards qu'il y a la possibilité de la triche. Si je n'offre pas la possibilité de la triche, moi je contrôle. Moi en tant que candidat, je mets mes scrutateurs, je veille là-dessus. À 18h, les bureaux sont fermés, on publie on fait le dépouillement, on publie les résultats devant tout le monde. Au plus tard, 19h, 20h, les résultats sont connus. Si j'ai perdu, si j'ai gagné, j'ai gagné. On a vu cet exemple-là, ça existait à Cocody. On a vu Mme Afoussita Bamba, elle avait déclaré... Yasmina Ouagna était tranquille, elle a dit calmez-vous, on a tous les PV des bureaux de vote. Donc ça n'a pas été... Bien. Il est possible d'appeler à un vote massif. Nous avons eu aujourd'hui un taux de participation lors de la présidentielle, visiblement, qui aurait été de 50%. Donc il y a 50% des Ivoiriens qui n'ont pas voté. Ceux-là, si on appelle la moitié à venir voter, il y a des possibilités que le RHDP, les candidats du RHDP puissent ne pas passer. Le PDCI, qui est la locomotive, doit tenir, emboucher ce discours-là et appeler les Ivoiriens à sortir. Jean-Yves, je vous laisse terminer. Jean-Yves qui a été interrompu, je laisse terminer et Norbert, je vous donne la parole après. Est-ce que vous avez retrouvé? C'est bon, là. Donc, en fait, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, on a une sociologie, je vais dire, au niveau de notre société. En tout cas, on a une sociologie qui est bien particulière. Je peux dire que c'est une sociologie même qui est semblable à toute l'Afrique. Hein. C'est que, je veux dire, en termes de maturité politique, on est encore loin. Et donc, aujourd'hui, il y a des discours qui peuvent, en fait, biaiser le choix d'une certaine catégorie de la population, sinon pour ne pas dire la majorité, donc peut-être les plus de 51%. Voilà, donc on a un certain discours qui peut biaiser. C'est pour cela que lorsqu'on regarde le profil même des candidats à ces élections, on a parlé tout à l'heure du vice-président, on a parlé du premier ministre, voilà. Donc il y a beaucoup de cadres du parti, donc du RHDP, qui vont à ces élections-là. Et moi, je pense que le discours qui sera, c'est-à-dire les populations ne vont pas avoir en eux des gens qui peuvent porter leur voix. Parce que, je reviens encore, lorsqu'on a eu le discours, par exemple, du président de la République, il a dit quoi que cette mandature sera mise sous le sceau de la transmission générationnelle. Et Ouais. quand on parle de transmission générationnelle, moi, j'aurais peut-être compris, ou bien du moins, j'aurais trouvé une similarité entre, je vais dire, une convergence entre ce propos-là, donc entre cet objectif général et puis la vision du parti. J'aurais trouvé, si jamais on avait des candidats jeunes, ou bien du moins on avait ces candidats pour montrer qu'on veut passer maintenant à une transmission générationnelle. Mais on a des candidats, des députés qui sont députés depuis combien d'années? Ils sont toujours là. C'est eux encore qui viennent être candidats. Ils sont ministres, ils vont venir être députés. On parle de quelle transmission générationnelle? Donc moi, je pense qu'il y a un discours même au-delà du discours qui est proposé aux populations. On fait quoi aux populations on veut passer à autre chose, on veut passer à une autre génération, mais dans les faits, c'est faux. Et donc, je vais dire qu'il y a ce décalage de discours là montre déjà même qu'on passe sur du faux. Et donc, voilà, le RHDP, on nous montre des cadres, on nous montre des cadres, on nous montre des ministres, tout ça pour essayer de biaiser, je vais dire, le choix, le raisonnement des gens. Et franchement, ils vont se laisser séduire par cela. Ils vont aller voter ces cadres, ils vont mettre ces cadres-là, choses au Parlement, et puis bon, voilà quoi. Donc, pour moi, ça a toujours été sur du faux, ça a toujours été, ce sont des choix qui ont toujours été biaisés Moussa va reprendre la parole. Norbert, je te la parole après. par ce genre de paramètres-là. Et voilà, c'est ce qui est un peu dommage. On va recevoir prochainement un cadre du parti, j'espère, du RHDP, qui nous dira qu'est-ce qu'on met dans ce générationnel-là. Moussa. Oui, concernant le boulevard, pour moi, c'est un grand boulevard. Voilà, je vais être plus clair, voilà, plus clair sur. C'est un grand boulevard. Je l'ai dit tantôt, hein. Juste avant de répondre, je vais juste dire à Norbert que peut-être l'a compris, mais je vais préciser mon propos. Quand je parle d'alliance entre le RHDP et le PPACI, tu as dû comprendre que c'est ironique, vu que le PPACI a décidé de ne pas y aller. Voilà, donc il laisse vraiment de la place, comment dire, au RHDP. Et moi, je me dis, c'est pas que les militants du PPACI vont voter pour les candidats RHDP, mais l'opposition en l'état aura moins on va dire, de personnes, de potentiels électeurs pour les candidats. Maintenant, concernant le RHDP, déjà, le RHDP part avec une avance, étant donné qu'il est positionné sur toutes les circonscriptions, contrairement à des pays comme le PPACI. 205. Voilà.
Voilà, donc Donc, il en manque 50. Hein. le RHDP va conquérir 205 postes sur 205. Et avec, on va dire, 205 sur 255, 55. Moussa. pardon, 255, c'est ça, 255 sur 255, avec une avance sur on va dire, tout un territoire du pays. C'est-à-dire pratiquement tout le nord du pays. Je pense qu'il y a moi, je ne sais même pas si je dois appeler des candidats, en tout cas des représentants du PDCI dans quelques localités comme Touba et consorts, ou des personnes, quand je prends par exemple le jeune docteur Osman Sherif à Touba, sincèrement, je ne vois pas trop voilà, je ne sais pas trop ce qu'il pourra faire là-bas. Donc, l'un mis dans l'autre, le RHDP, moi, je pense qu'ils vont focaliser leur attention sur on va dire, les quelques poches de résistance, notamment, notamment au centre du pays, où ils vont mettre assez de moyens, assez de vigueur là-bas pour que derrière, toutes ces poches de résistance, ça puisse, on va dire, pour qu'ils puissent grappiller encore plus de postes dans ces endroits. Parce que moi, je vois la zone ouest, la zone est, même le sud, dans la zone d'Alépé et tout ça, le RHDP est en train de bien s'implanter là-bas. Donc, je ne vois pas dans quelle mesure la majorité ne sera pas au niveau du RHDP. Moi, je vois plus que les 137, c'est ce que tu as dit, je pense que c'est 127 ou 137. Non, en fait, il y a eu 137 députés qui ont été élus et il y a eu des indépendants qui ont rejoint, ce qui a amené le groupe à avoir 168 députés. Hein. Donc, l'objectif, c'est de faire 170, donc avoir les 2 tiers. Moi, cette année, je pense que non, ils sont vraiment bien partis. Et moi, je ne vois pas dans quelle mesure on pourra les freiner dans cet élan. Je suis désolé pour les autres partis. Ouais. Ah voilà, il est désolé, Moussa, il est désolé. Non mais, que dire Moussa ne parle toujours pas de la commission électorale indépendante, c'est bien ça, là, l'incertitude. Pourquoi vous voulez parler de la commission? Désolé, pourquoi vous voulez parler de la commission indépendante, celle qui a permis aux 66 députés 65. du PDCI, 65 députés du PDCI d'être aujourd'hui au Parlement. Il y a même le cas que le président Oro a cité. En fait, sincèrement, soit vous allez aux élections, soit vous n'allez pas. Laissez la commission électorale faire organiser sa chose. Et puis, on avance, quoi. Il faut arrêter ce bashing, alors que, voilà, quand vous êtes élu, vous êtes heureux. Quand vous n'êtes pas élu, c'est la commission. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Laissez, sinon, ne partez pas. Faites comme le PPACI, voilà, pour être cohérent avec vos discours. Non, mais... Non, Jean-Paul Auroy a bien expliqué qu'effectivement, pour un scrutin local, c'est plus compliqué de tricher au niveau du bureau de vote. Donc, effectivement, la tâche sera plus compliquée de tricher pour la commission électorale, mais bon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le PDCI avait 65 députés. Là... déjà, juste un point qu'on n'a pas évoqué, sur le quorum, hein, puisque Jean-Paul a tout à l'heure évoqué l'éventuelle possibilité de modification de la Constitution. Il faut 2 tiers du Parlement. Non, du Congrès. Du Congrès. Voilà, Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale plus Sénat. Il y a 255 députés. Au Sénat, ils sont, je crois, 99. Ce qui fait 255 plus 99 égale 354. Donc, si on veut bloquer le quorum des 2 tiers, il faut avoir plus de 118 élus. 120 députés. Non, 354 divisé par 3, ça fait 118. Hein. Ça, c'est totalement incontestable. Hein. Donc 118, ça serait l'objectif, évidemment. Si l'opposition parvient à atteindre cet objectif, à ce moment-là, pas de révision constitutionnelle. Autrement dit, passer d'un groupe de 65 dans la mandature sortante à 118 demain. C'est compliqué avec... Mais après, ils ne seront pas qu'élus pour empêcher la révision constitutionnelle. Il faudrait qu'ils soient élus pour porter des projets, pour faire des propositions de loi, voter des projets de loi, heureusement. Non, mais là, je parlais uniquement arithmétique. Mais je n'insiste pas sur ce point parce qu'on sera forcément très très loin du compte. Et ça n'est pas parce que le
PPACI boycotte ces élections que les électeurs du PPACI ne vont pas se manifester dans les urnes. D'accord ? De même, ces électeurs-là se sont manifestés dans l'abstention lors de l'élection présidentielle. Là, ils auront, dans les circonscriptions où il y a des candidats de l'opposition, la possibilité d'aller les soutenir. Ils peuvent le faire. Ils vont probablement le faire. Ce ne seront pas des messages subliminaux, on n'en saura rien, mais j'ai donné un seul exemple dans la circonscription Nayo-Saiwa, c'est ce qui va se passer, j'en suis persuadé. Je ne peux pas dire plus. Et donc si ça se passe là, ça peut se passer ailleurs. Après, on verra. Maintenant, Khalil, moi, à la différence de Moussa qui a prévu, qui a annoncé 50 députés pour le PDCI, moi je ne donne pas de chiffres, je n'en sais rien. Ça sera non, c'est très difficile parce que la CEI, je n'ai absolument pas confiance en cette commission électorale indépendante et je ne suis pas le seul. Bon, l'objectif, il est là, quoi. Le point focal, c'est 118 élus. Et une fois qu'on a atteint cet objectif, ça change beaucoup de choses. Bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au sujet de ces législatives ? Non, moi, le point le plus intéressant qui vient d'être évoqué, c'est celui qu'a évoqué Jean-Yves, c'est-à-dire la jeunesse. C'était le prochain sujet, justement, pourquoi les jeunes s'intéressent autant à ces élections. Je me pose la question aux deux jeunes du plateau, si vous me permettez, messieurs. Jean-Yves, pourquoi les jeunes s'intéressent à ces élections ? Il faut s'attendre, je vais y arriver, à un renouvellement, je pourrais pas les propos du président Ouattara, générationnel de l'hémicycle. En tout cas, moi je pense que c'est tout mon souhait, hein, c'est tout mon souhait quand on est ces jeunes-là aujourd'hui qui se sont portés candidats, ces derniers soirs, mon souhait c'est qu'ils soient élus. Mais je veux dire que, comme je le disais encore tout à l'heure, la sociologie est vraiment différente et c'est compliqué. Aujourd'hui, en termes de projet, moi j'ai quand même suivi pas mal, j'ai quand même écouté pas mal de jeunes qui ont vraiment cette soif-là de vouloir changer les choses, qui ont la soif de porter les aspirations des peuples au Parlement. Et donc, moi, quand j'écoute ces jeunes-là, moi, je me retrouve un peu en eux et puis je vois qu'ils ont, voilà, comme je disais, ils ont cette soif-là et c'est à encourager. Mais vous n'êtes pas candidat, Jean-Yves, c'est dommage. Oui. Mais la sociologie, comme je le disais, est très, très, très différente et c'est vraiment compliqué d'y arriver. Et par moment, il y a des jeunes qui viennent avec cette fougue-là, qui sont vraiment, ils veulent changer les choses et finalement, qui se laissent, je vais dire, entraîner par ces appareils politiques-là. Vous voyez, J'ai une question pour vous. Vous allez compléter après. Est-ce que finalement, ce n'est pas une stratégie de s'exposer pour après rejoindre une écurie? justement, c'est à ça que je voulais en venir. C'est que malheureusement, on a certains jeunes aussi. Moi, j'aurais aimé que ces jeunes soient candidats et qu'ils soient élus et qu'ils restent dans leur indépendance, c'est-à-dire soient indépendants, qui pouvoir porter vraiment les aspirations des peuples. Mais finalement, il y a pas mal qui se donnent, je pense que ces élections législatives, pour c'est une vitrine. Et à la suite de ça, ils vont adhérer à des partis politiques et commencer à suivre la logique du parti. C'est pour cela, dans mon propos liminaire, quand je parlais du président Tidiane Thiam, j'ai dit que il a fait correspondre les aspirations il a donné les grandes lignes et il a demandé à ce que ces grandes lignes-là soient maintenant, c'est-à-dire les projets qui seront portés, les projets des populations locales qui seront portés puissent correspondre aussi au projet du PDCI. Pourquoi on n'a pas de conflit d'intérêts? Malheureusement, il y a beaucoup de partis politiques où on a Saleh Tchimoko, par exemple, qui avait demander je crois, une commission d'enquête sur les deniers publics, je sais plus, bon, j'ai plus le truc en tête, mais il avait demandé ça, mais malheureusement, ça n'a pas prospéré. Pourquoi? Pourquoi est-ce que des députés essaient de bloquer cela? Pourquoi des gens ne veulent pas qu'on ait une transparence à ce niveau-là? Vous voyez? Et donc, je vais dire que, et là, je constate qu'on a des appareils, on a des partis politiques qui se sont rendus complices de ce blocage-là. Donc, pourquoi? Est-ce que il ne serait pas judicieux pour moi ou bien pour tout le monde qu'on ait une transparence, qu'on ait cette commission d'enquête-là finalement, vous voyez? Et donc, je vais dire que les jeunes, par exemple, qui seront candidats à ces élections-là, ils vont se laisser, peut-être d'autres vont adhérer à des partis politiques et finalement, cette fougue, cette volonté de vouloir changer les choses-là va s'amenuiser au fur et à mesure et finalement, on ne pourra pas avoir parce que lorsqu'on demande un changement, je vais dire un renouvellement générationnel, c'est pour qu'on puisse apporter une fraîcheur, pour qu'on puisse apporter de nouvelles idées aussi à ce Parlement. Mais malheureusement, lorsqu'ils y arrivent, ils se laissent corrompre
par cette hiérarchie qui est déjà établie là, et finalement, il change pas les choses. Moi, je pense que enfin, la question qu'on ne se pose pas un peu tous sur ce plateau aussi, c'est est-ce que finalement les Ivoiriens, de manière leur ensemble, hein, ont cette culture parlementaire? Ah, c'est pour cela que je disais que de base, normalement, il y a certaines maturités politiques qu'on n'a pas encore. Bah voilà, en fait, c'est Et pour ça que cette émission, on l'a fait finalement, un peu à voilà, côté. Hein. finalement, je pense que là, bon, franchement, je pense que ça relève du pouvoir public. C'est au pouvoir public maintenant de mettre en place des politiques qui pourront forcer à un moment donné les gens à adopter Parce que, une certaine Jean-Yves, position. vous parlez beaucoup d'Antoine Assalé Chimoko, mais on a l'impression que c'est le seul député ivoirien. Mais justement, Il y a un élu même qui s'est amusé, un candidat qui s'est amusé à proposer la retransmission en direct des débats publics. Je pense que c'est prévu en plus dans les textes. c'est vraiment ce qui doit se faire. On doit retransmettre Mais en c'est direct. prévu, non, Ben oui, rassurez-moi. C'est prévu dans les C'est prévu la tests. publicité des débats. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut parler des élections législatives, mais finalement, ça sert qu'à donner des titres d'honorables à certains. C'est pour ça que lorsque vous me parlez de faire blocage contre une révision, je me dis, avant tout, il y a d'abord aussi le fait de proposer des lois. Ils ont un pouvoir d'initiative partagé avec le gouvernement. Donc bon, là, je ne suis pas... surtout qu'à la dernière mandature, là, on n'a eu aucune proposition, il n'y a pas eu de proposition. C'était tous des projets de loi qui ont été adoptés, je crois. Bon, ça, c'est la responsabilité du parti présidentiel. Hein. Et, non, Moussa qui est jeune, qui va répondre à la question. Après, vous, j'ai deux questions pour vous à la fin, rassurez-vous. Donc, à contrario, Moussa est jeune, à contrario, nous, on est vieux. J'ai jamais dit ça. Moussa. Merci, Carly. Moi, déjà, je me réjouis de ce regain d'intérêt des jeunes pour le fait politique. Moi, je pense que ça s'explique déjà par le fait qu'on ait cette médiatisation on va dire, euh, des débats au sein de l'Assemblée nationale grâce à un député comme Assalé Tomoko qui permet de voir un peu ce qui s'y passe et aussi qui permet de traduire le fait que en fait les aspirations des populations ne sont pas forcément prises en compte, comment dirais-je, au sein de l'Assemblée, étant donné aussi que la population est en grande majorité jeune. Donc, je comprends que les jeunes veuillent vouloir parler en leur nom et pouvoir faire écho à leur véritable aspiration. Donc moi, je me réjouis pour ça. Mais je rejoins quelque part Jean-Louis sur, on va dire, euh, là, je ne sais pas si je dois parler d'acceptation ou bien la capacité à être élu, vu la sociologie, effectivement, qu'on a vu aussi la force qu'ont les partis politiques en Côte d'Ivoire pour pouvoir jouer un peu sur les positions, du moins les choix des électeurs. Donc, moi, j'espère qu'il y aura le plus de jeunes possible, même si ils ne sont pas élus, au moins, ils pourront diffuser, parce que c'est ça aussi les élections, c'est une tribune pour pouvoir, au-delà de se faire connaître, mais pouvoir faire passer un certain nombre de messages qui, derrière, même si ces jeunes ne sont pas élus, pourront être pris en compte par le personnel qui va être voilà, admis à l'Assemblée nationale pour que ces aspirations puissent être mises sur la table et que derrière, on espère soit à travers des propositions, soit à travers des projets, que ces aspirations puissent être déclinées vraiment en loi pour que le changement puisse se faire effectivement. Mais bon, tout ça, ça reste dans le cadre de la théorie de l'espoir, mais bon, on verra quoi. Ouais. Oui, rapidement. Et effectivement, on a eu aussi, regardez, lorsqu'on a des jeunes, on a pas mal de jeunes qui se portent candidats à un moment donné, ça montre qu'au niveau même du gouvernement, il doit se poser les bonnes questions. Pour moi, hein, ça signifie que le gouvernement a échoué quant à la résolution des problèmes de ces jeunes-là. C'est parce qu'ils ont échoué que ces jeunes aujourd'hui se portent candidats. Ces jeunes aussi se disent que vu on ne veut pas changer notre situation, nous-mêmes, c'est-à-dire, on va prendre les choses en main pour pouvoir changer notre situation. Et pour le faire, il faudrait qu'on ait accès à certaines institutions. Et donc, c'est un indicateur qui est vraiment parlant. Et au-delà de ça, là, je disais que, oui, je termine là-dessus. Je disais que le gouvernement, c'est un indicateur qui doit leur parler, mais effectivement, cet indicateur-là a parlé au gouvernement. C'est pour cela que
dans leur discours, ils nous font comprendre, ils nous parlent souvent de jeunesse, et ils disent on va passer à un renouvellement générationnel. Ils l'ont compris, mais malheureusement, ils ne résolvent pas le problème depuis pas mal de temps. Après, il n'y a pas que des jeunes indépendants, hein. Il y a aussi des jeunes dans des partis politiques qui sont candidats. Donc, quid de Lesquels, par exemple? Moi, j'ai cherché. Ah si, au PDCI, il y a pas mal de Au candidats. RHGP aussi, il y a des candidats jeunes, rassurez-moi, dans d'autres familles politiques. Au COGEP, principalement aussi, qui est un parti de jeunes, je pense qu'il y a des... bon. Moi, Les seuls candidats jeunes qui sont présentés là, moi, j'ai entendu parler de, je crois, Nabil Balo, mais lui, par exemple, lui, il est indépendant. Mais c'est vrai qu'après, il va rejoindre. il y a les frères suprêmes, il y a un des jumeaux suprêmes. Donc, c'est pas la gérontocratie au RHGP, hein. Il y a des jeunes bon au RHGP. Quand tu Allez-y, prends, allez-y. quand tu prends Alpha Yaya, c'est un jeune ou pas? Moussa, c'est bon. Les jeunes, laissez la place un peu. C'est vrai que vous voulez nous bousculer vers la sortie. Allez-y, président. C'est qu'on fait des débats. Il faut aussi un jeune à votre quelquefois. place, j'ai l'impression. On fait des débats quelquefois, on ne pense pas à la construction de la mémoire. Moi, l'Assemblée nationale, là, pendant 30 ans, 40 ans, tout ce qui s'est passé là-bas, là, en Côte d'Ivoire, c'était quasi confidentiel. Moi, je me souviens, je ne pouvais même pas imaginer que c'est quand on était étudiant, on a appris la fameuse loi Oubli. On s'est dit, mais comment ça se fait qu'une loi est votée dans un pays et ça porte le nom de quelqu'un? Mais en Côte d'Ivoire, en 1998, une loi a porté le nom de Laurent Gbagbo. La loi Laurent Gbagbo, pourtant, n'était pas à l'initiative de cette loi. Mais tout simplement parce que sa présence dans l'hémicycle ivoirien a fait qu'à un certain moment, les débats politiques, les débats qui se déroulaient au sein de l'Assemblée, lui, le mettait sur la place publique. Et petit à petit, à l'occasion de cette loi, Laurent Gbagbo a poussé les autres députés à aller dans leur circonscription expliquer le bien fondé de cette loi qui était la loi sur le foncier, rural. Parce qu'à l'époque, avant 1998, il n'existait pas de loi sur le foncier rural. C'était la parole d'Houphouët-Boigny à l'époque, cette fameuse phrase de « la terre appartient à celui qui la met en valeur ». Lorsque cette loi est introduite en 1998, des choses, elle porte le nom de Laurent Gbagbo sans qu'il en ait été à l'initiative, mais son attitude vis-à-vis de cette loi fait qu'aujourd'hui... Donc, on a eu une étape où aujourd'hui, à partir de 98-2000, le débat à l'Assemblée nationale se déporte dans l'espace public. La question de ces jeunes qui arrivent, ce n'est pas que les vieux ne veulent pas partir, mais les jeunes ont pris conscience que ce qui se joue à l'Assemblée nationale, c'est la question de la vie de tout le monde. Donc il faudrait qu'ils y prennent part. Moi, j'espère pour eux qu'on en aura beaucoup d'élus, mais nous sommes la Côte d'Ivoire à une période de transition. Oh là là. La Côte d'Ivoire a une période de transition. Ce n'est pas parce que le président Alassane Ouattara l'a énoncé que nous sommes dans cette période de transition, mais c'est une réalité. Transition ou transmission? Transition. Générationnelle. Je ne parlerai pas de générationnel. C'est le mot à la je mode. parle de transition. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est à partir de 35-40 ans qu'on devient véritablement, je dirais, qu'on a fini de construire. Très souvent, chez nous en Côte d'Ivoire, on faisait la politique qu'on a fini de vivre sa vie professionnelle. C'est-à-dire, on a travaillé, on est vers la fin, on a 55 ans, 60 ans. C'est là on veut faire la politique. Parce que la politique, très souvent, c'était la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, les jeunes ont compris que je peux avoir une activité professionnelle, eux aussi une activité politique. Tout en étant dans un parti politique ou en étant indépendant. Le problème que Jean-Yves évoque, la question que les jeunes se font happer par la classe politique, il est aussi simple que ça. C'est la question liée à l'argent. Toi-même, tu l'as évoqué, à l'argent et à la corruption. La Côte d'Ivoire est une société corrompue. Quand quelqu'un se retrouve, bon, je ne dirais pas de nom, se trouve être élu député ou maire d'une ville proche d'Abidjan, il se fait appeler. C'est tout simplement parce qu'on lui a donné de l'argent, on lui a proposé de l'argent. Donc, tout ça, mais il faut voir les choses en bien, en positif. Et espérer que cette période, je dirais, transitionnelle, pour moi cette législature est une législature traditionnelle en termes du personnel politique et législatif, et pour moi ça c'est du bon pour l'avenir. Une minute pour terminer, Norbert. Non, mais moi le RHDP,
a présenté un candidat qui avait quel âge là à l'élection présidentielle et qui va avoir quel âge aux prunes. Est-ce que c'est un signe d'épanouissement de la jeunesse? Non, mais, et quand Moussa dit qu'il y a des jeunes au RHDP, il a raison. Que ces jeunes-là, moi, si j'étais à leur place, je me dirais, tiens... Et puis, le RHDP dans le Nord ne part pas la fleur au bout du fusil. Hein. Il y a beaucoup d'indépendants dans le Nord qui vont mettre un certain nombre de députés en difficulté dans le Nord. Il ne faudrait pas qu'on se dise que les 70, c'est définitivement acquis. On retrouvera le vendredi 19. Non, mais président, c'est tellement acquis parce que ces derniers-là, on voit que ce sont des, je veux dire, ce sont des gens du RHDP. Les transfuges, ce sont des transfuges. Qui se retrouveront, comme on dit, juste, pour les Samaridés. Oui, on verra ce que ça va donner, mais je ne suis pas sûr que le RHDP puisse... En tout cas, début de la campagne, 19 décembre, c'est bien le vendredi, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Vendredi, on se retrouvera pour ce lancement avec un autre sujet qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, mais je vous laisse. C'est une surprise qui promet de grands débats. Je salue notre ami Nissan qui est un peu souffrant pour ça qu'il est absent parmi nous. Salut. Salutations à Maître Kakou. Nous lui envoyons aussi toute notre force. À Henri, qui devait être là aujourd'hui parmi nous, et à tous les chroniqueurs et toute l'équipe de la bande. Dédicace avant de terminer, messieurs. Il nous reste 30 secondes. Bon, pour moi, ça va. Oui, allez-y, Moussa. Je peux? Ok. Je fais une dédicace à un proche là qui m'a dit qu'il est un fidèle de la bande à Carlyle. Il a été surpris de me voir participer. Il est vraiment, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il suit à chaque fois qu'il y a une émission. Donc, je me le fais un coucou. Il est à Abidjan. Il se reconnaîtra. C'est la magie de la télévision. Salutations au moins. Allez-y. Oui, allez-y. Je salue mon ami fidèle depuis la seconde, la première E et la terminale E, aussi technique d'Abidjan, Siméon. Voilà, Siméon Conan qui nous suit chaque jour et voilà, chaque fois lorsqu'il regarde les émissions, il me demande, mais président, il va bien, et Norbert, il va bien, ouais, il me demande, bah oui, il demande les nouvelles de tout le monde sur le plateau et voilà. Alors, salut à Siméon, salutations, en tout cas, merci, hein, vous nous suivez de plus en plus nombreux, depuis un peu partout dans le monde. J'ai eu des messages aussi de l'Italie, ça fait vraiment plaisir, merci pour votre fidélité. Salutations, moi, plus personnel à mes mamans, Laetitia, Honorine, Karine Farah Majori, portez-vous bien, bonne soirée. Bessa Moustapha Kanté, à bientôt.